Ma reconversion. Votre reconversion. Ta reconversion. Sa reconversion. Tes reconversions. Notre reconversion. Salut à toutes et à tous, on est de retour sur le campus agricole d'Aix-Valabre pour cette formation en BTS Gestion et Protection de la Nature. Après des vacances de Noël bien reposantes, je suis partie en Angleterre en famille. Ça a commencé assez rapidement avec une présentation orale avec PowerPoint sur nos projets tutorés. Donc moi, avec mon groupe qui est composé de Kelly, Nicolas et Lucas, on travaille donc sur l'ancienne carrière de Valabre qui est en face du campus et on lui cherche un nouvel usage, on lui cherche un avenir, différents usages. La présentation s'est plutôt bien passée. On a eu la surprise d'avoir la visite surprise de deux personnes, deux représentants du comité d'intérêt de quartier de Gardanne-Ouest, qui sont donc nos commanditaires, qui nous ont donc passé cette commande pour ce projet. On est sur la bonne voie, il faut continuer, il faut utiliser plus de cartographie, vraiment simplifier les choses quand on présente à l'oral et mettre plus de visuels. Voilà. C'est quoi les classes de recouvrement là? Donc c'est ce qu'on appelle un relevé mésologique. Ici, vous avez dans ce qu'on appelle le cartouche différents éléments. La date, l'altitude, la pente, l'auteur, les coordonnées géographiques, l'exposition, qui va permettre de caractériser un petit peu rapidement l'endroit. Ici, on va vous demander des éléments supplémentaires en termes de recouvrement, en termes de blocs. Est-ce qu'on a beaucoup de blocs? Est-ce qu'on a beaucoup de cailloux qui sont de taille inférieure à 20 cm? Est-ce qu'on a de la terre nue? Est-ce qu'on a de la litière? Ici, vous avez le recouvrement végétal. Les arbres hauts, les arbres, les arbustes hauts, les arbustes et la strate herbacée. Et à chaque fois, on vous donne l'échelle de taille. C'est pour ça que j'ai amené des guides. De toute façon, vous avez PlanteNet. Même si vous ne reconnaissez pas l'espèce, vous êtes capable d'identifier si c'est deux fois la même espèce ou pas. Et donc, vous marquez espèce 1, espèce 2, espèce 3, espèce 4. Pour pouvoir avoir une cartographie du site relativement intéressante. Et n'oubliez pas qu'un écosystème, c'est à la fois des paramètres biotiques, mais également des paramètres abiotiques. Et notamment, il y en a un, je comprends bien, là, depuis quelques minutes. Alors le froid, et le vent. C'est ces types de réflexion qu'il faut avoir. Dans quel sens est la pente? Où vient l'eau? Où est-ce qu'il y a de l'eau? Où est-ce qu'il n'y a pas d'eau? Etc. etc. Et on fait des carrés de combien? Vous vous débrouillez. Compliqué? Oui. Cool. C'est le travail de terrain. C'est compliqué, vous êtes nombreux. C'est-à-dire qu'on n'a rien, on a piqué le couteau. Non, ça n'a rien. Aie confiance en toi, tu as des connaissances, tu as des yeux, tu as un raisonnement. Serre-toi-en. Et maintenant, l'instant formateur. Rencontre avec Yann Moudjanou. Alors, on est avec notre coordinateur de formation Yann Moudjanou pour parler du projet tutoré. C'est l'une des disciplines, l'un des sujets qu'on a au fil de l'année. Projet tutoré, en quoi ça consiste ? En fait, l'idée, c'est pour certains, déjà, leur mettre un premier pied dans le monde, dans l'environnement, et notamment les confronter aux partenaires externes, que ce soit des entreprises, que ce soit des collectivités, que ce soit des institutions. En tout cas, l'idée, c'est de les faire travailler en partenariat pour leur montrer comment ça fonctionne quand on monte un vrai projet, ce qu'ils pourront être amenés à faire dans leur cadre de leur projet professionnel futur. Et on travaille en groupe. Vous travaillez en groupe, donc vous êtes des groupes de 3, 4, 5, ça dépend des années, ça dépend des sujets. L'idée, ça va être de travailler tout au long de l'année, de voir toute la démarche de projet en partant d'un contexte, réaliser le diagnostic, définir des enjeux, formuler une problématique, définir des objectifs, planifier des actions, évaluer ces actions. C'est une démarche de projet que vous allez retrouver par la suite dans vos métiers. Et donc, c'est vraiment une méthodologie qu'on essaie de vous apporter tout au long de l'année qui est hyper importante. Oui, en fait, c'est l'application de pratiquement tous les autres cours, en fait.
C'est ça, c'est quelque chose de très 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 transversal, essentiellement sur les matières techniques, parce qu'il va y avoir de l'expertise écologique, il peut y avoir de l'animation nature, il va y avoir de la concertation territoriale, il va y avoir de la gestion de projet, il va y avoir pas mal de choses en lien avec toutes les matières techniques. C'est pour ça que régulièrement au cours de l'année, vous allez présenter votre avancée de vos projets aux différents formateurs techniques qui vont vous aiguiller. Est-ce que vous allez dans la bonne direction ? Attention à ça, ça va être trop complexe. Revenez aux bases. C'est le genre de conseils qu'on donne à chaque sortie de présentation des projets tutorés. Et également le commanditaire qui peut guider ou en tout cas donner son avis. C'est ça, le commanditaire, c'est vraiment lui qui formule la commande, c'est lui qui va exprimer un besoin. Donc cette année, il y avait 4 besoins qui étaient exprimés. Il y avait un besoin d'un CUQ qui voulait valoriser une carrière pour éviter tout dérangement, toute nuisance, notamment par des motocross qui passaient sur le site. Je précise CUQ, comité d'intérêt de quartier, donc c'est les riverains en association. C'est ça, donc c'est vraiment un partenaire un petit peu particulier. Ensuite, on avait un lycée qui voulait travailler sur la continuité d'un projet tutoré qu'on avait eu l'année précédente sur la valorisation des espèces végétales et d'un écosystème à proximité du lycée qui était hyper intéressante. Et on a 2 projets en lien avec l'écomusée de Valabre, un projet sur la gestion du site et comment l'améliorer pour être plus fonctionnel et être plus efficace pédagogiquement, et un projet sur le contenu pédagogique, travailler sur des actions de valorisation, d'animation du site. Et l'intérêt de ces projets tutorés, c'est qu'on peut les présenter à la fin de l'année dans notre rapport, dans notre portfolio ou à l'oral, même pour l'examen final oral. En fait, c'est une expérience qui est très concrète. Donc, effectivement, on peut le présenter aux situations professionnelles vécues en fin d'année, comme ça peut être un petit clin d'œil qu'on peut mettre sur un CV pour montrer j'ai travaillé sur l'agroécologie, j'ai travaillé sur un écomusée, j'ai travaillé sur la restauration de carrière, etc., etc. Ça peut être des mots-clés qui peuvent être hyper intéressants pour une recherche d'emploi. Ce travail de groupe aussi, il est essentiel parce que s'il n'y a pas une cohésion de groupe, en fait, très vite, ça se casse la gueule. C'est vrai que c'est très compliqué, il va falloir se répartir les tâches à l'intérieur du groupe, il va falloir que chacun fasse sa part de manière équitable. J'insiste bien sur le côté équitable parce que quelqu'un qui a un bac et quelqu'un qui a un bac plus 5 ne vont pas avoir les mêmes capacités à travailler. Quelqu'un qui a plus de temps disponible par rapport à quelqu'un qui est en 35 heures par semaine au centre de formation, pareil, ne vont pas avoir le même temps et donc ça va être plus compliqué pour certains de s'impliquer à fond. Après, normalement, on a peu de problèmes là-dessus sur la gestion des groupes. Il peut y avoir des tensions, il y aura sans doute des tensions cette année. Mais jusque-là, ça reste complètement gérable et l'idée, c'est quand même d'avancer tous ensemble. Oui, c'est quand même assez disparate entre ceux qui ont les dispenses des matières générales, qui n'ont pas besoin d'aller à ces matières générales, comme moi, et donc qui ont du temps à consacrer à ce projet tutoré, comme aux autres matières, et ceux qui sont à temps plein, mais vraiment plein en cours. Où est-ce qu'ils trouvent le temps ? C'est là le problème, c'est qu'on essaie de leur donner des créneaux un petit peu avec les formateurs pour pouvoir avancer là-dessus. Ça demande quand même un gros investissement personnel le soir, le week-end, les jours fériés. Ça arrive souvent que les jours fériés soient utilisés à cet effet-là. Est-ce qu'il y a des projets tutorés d'années précédentes qui ont débouché sur une véritable réalisation où les commanditaires ont utilisé les éléments apportés par les étudiants ? Oui, concrètement, il y a eu le projet du lycée qui a conduit à la réalisation d'un parcours naturaliste virtuel avec une application. On a eu un projet sur la restauration de la Luyne, l'intégration de cette Luyne dans une trame bleue. Des sujets sur les corridors écologiques, on a eu des sujets avec la création d'un sentier naturaliste sur la ville de Jouques l'année précédente. Donc oui, on a pas mal de projets qui aboutissent vraiment sur des projets concrets. Donc c'est forcément les commanditaires qui viennent vers vous, ou ça peut être le CFPPA, ou ça peut être les étudiants eux-mêmes ? Alors, tout est possible. Le CFPPA, c'est en dernier recours. On a eu pas mal de sujets de projets tutorés sur le CFPPA ces dernières années qui étaient commandités par le CFPPA. C'est pas forcément les trucs les plus pertinents, c'est plus une bouée de secours au cas où. J'ai pas eu le cas où des étudiants sont capables d'amener un projet tutoré directement pour l'année qui les concerne. Après, c'est vrai que en fonction de leur structure de stage, l'année suivante, on peut être amené à travailler avec les anciennes structures de stage pour proposer un projet tutoré. Quelque chose à rajouter ? Travaillez bien cette année. Et maintenant, l'instant camarade de promo. Rencontre avec Nicolas Badawi.
Alors maintenant, je vais vous présenter mon collègue Nicolas Badaoui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors bonjour, Nicolas Badaoui, GPN 2023. Alors qu'est-ce qui m'a amené à faire du GPN? Alors moi c'est pas un ouvrage, c'est pas, moi c'est une rencontre. J'ai un souvenir très précis de ça, j'avais 6 ans, j'étais dans les Pyrénées avec mes parents et ma sœur. On faisait l'ascension du Port d'Ola et on a rencontré des ingénieurs d'environnement de l'ONF qui pique-niquaient après avoir fait leur boulot. On a discuté avec eux et ça m'a beaucoup marqué. Donc à partir de là, j'ai toujours voulu être dans la nature, être fermier, être randonneur professionnel, être ingénieur de l'ONF comme eux. Et voilà, donc après les chemins de vie m'ont amené à une voie plus agricole après le bac, mais je suis content aujourd'hui de revenir vers ce petit rêve d'enfant et peut-être le concrétiser. Et j'ai un passé plutôt agricole, puisque j'ai fait un BTS en technologie végétale ici à Valabre et un autre BTS en gestion des rivières, il y a 15 ans. Et ça ne te suffisait pas de BTS agricole? Non, ça me plaisait pas, moi je voulais toujours faire de l'environnement, mais à l'époque le BTS GPN il n'existait pas ici. Et avec l'alternance, ils proposaient que le BTS technologie végétale, option protection des cultures. Donc j'ai fait ça surtout pour avoir un complément financier et rentrer dans la vie active. Donc ça m'a amené des débouchés agricoles et pas environnementales. Donc je suis retourné sur l'environnement avec le BTS gestion des rivières, mais dans la région, la gestion des rivières, elle n'est pas vraiment mise en valeur, à l'époque en tout cas. Donc j'avais pas non plus trouvé de boulot là-dedans, donc je suis resté dans l'agricole. Tu habites vers Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et tu cherchais dans cette région-là? J'ai cherché un peu de partout, mais ouais, plutôt en PACA. Donc je suis resté dans la viticulture, j'ai fait du maraîchage. Et là, c'était le moment de vraiment aller vers ce pourquoi je suis fait. Et là, tu pourrais cumuler en fait, parce que les syndicats de rivière, ça recrute aussi des GPN. Aujourd'hui, oui, ça commence à se diversifier. Ils recrutent, c'est vrai que le côté transversal, agricole, rivière, GPN, ça peut être un plus, j'espère en tout cas. En tout cas, dans tout ce qu'on voit aujourd'hui, avoir un petit volet agricole, ça permet aussi de se valoriser parce que forcément, l'aménagement du territoire, ça passe aussi par les agriculteurs. Protéger une rivière, ça passe aussi par séparer un peu les champs de la rivière avec des bandes enherbées, de la ripisylve, de la végétation qui va filtrer tout ça. C'est ça, filtrer, et puis bon, ça leur amène moins de parcelles cultivables, parce qu'il faut respecter les 5 mètres de ripisylve, tout ça, mais derrière, il y a quand même un apport écosystémique avec une vie d'auxiliaire, de culture qui peut être intéressante aussi, donc il faut aussi les orienter vers ça, faire de la concertation, de la sensibilisation. Et tout ça, c'est pas des choses que tu avais vues dans ton BTS rivière? Non, moi j'avais vraiment vu de l'aménagement. Donc c'était vraiment axé, alors beaucoup sur la loi de l'eau aussi, mais de l'aménagement, aménagement terrain en fait. Ça veut dire plantation, tronçonnage, débroussaillage. Et donc là, tu sens que c'est complémentaire ce que tu viens de faire en gestion et protection de la nature? Ouais, c'est complémentaire dans le sens où voilà, ils incluent plus le volet expertise naturaliste en fait. Il y a une vision plus large que ce que j'avais vu en TCE, ils appellent ça technicien cours d'eau. En tout cas, on voit que tu avais déjà un sacré bagage parce que vu tes notes, t'as des belles notes. Ouais, je sais pas si... je pense pas être le meilleur non plus. Hein, donc, C'est Alizé qui est en tête. C'est Alizé qui est en tête, ah la petite gêne. Non mais non, je suis content de cette formation en tout cas. Ouais. Alors, on va parler un peu de ton stage qui s'est moyennement passé si j'ai bien compris. Ouais. Alors moi j'ai fait ça au CIETM, donc c'est le collectif d'initiative pour l'environnement du territoire des morts. Effectivement sur les 8 semaines, moi j'ai fait que 2 semaines puisqu'on maître de stage est parti en maladie et visiblement il ne reviendra pas. Du coup beaucoup d'autonomie, donc c'est pas forcément plus mal, mais en termes d'acquis sur le stage, c'est très 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 limité. On pourrait dire que je suis mal tombé, mais le fait d'être en autonomie, ça peut être valorisant aussi, ne serait-ce que pour le jury final. Et aussi pour moi, le fait de ne pas avoir le choix que de me débrouiller tout seul, c'est pas plus mal. J'aime bien aussi travailler seul, donc... Un petit peu un ours? Ouais, un petit peu, il paraît, ouais. Non, c'est une bonne expérience quand même. Tu as quand même fait une expertise naturaliste sur les tortues, c'est ça? Alors c'est pas vraiment une expertise naturaliste, c'est un suivi tortue d'Hermann au parc de Port-Cros. Ça pour le coup j'avais contacté de mon côté les agents du parc pour voir si pendant ces semaines de stage où j'étais seul, si je pouvais un peu les accompagner sur le terrain, voir un peu comment ils travaillaient. Et Pierre Lacoste, là, qui est agent du parc à la Croix-Valmer, m'a dit ok, il n'y a pas de problème, justement on a besoin.
Donc là-bas, il y avait déjà 3 stagiaires GPN en première année et ils étaient sur place. Donc du coup, on était 4 plus l'agent du parc. Il nous a amenés dans les collines là, pour faire du suivi de protocole CMR, capture, marquage, recapture. Sur la tortue Hermann, voilà, après les incendies de 2017, ils suivent de près la population de tortues d'Hermann là-bas. Et alors, vous avez fait quoi concrètement ? Alors concrètement, la journée a commencé par une mise en situation avec le matériel, donc tout ce qui est mapping, tout ce qui est protocole de suivi, donc les règles, les pesons, les documents à remplir une fois qu'on les trouve. Les pesons, c'est quoi ? Les pesons, c'est des petites balances manuelles. Donc tu mets la tortue dans un sac, tu le mets sur le peson, il va te donner le poids de la tortue. La règle et les applis sur tablette pour rentrer les données et que ça parte directement après au service informatique. Alors qu'avant, il marquait tout ça sur du papier et après, il rentrait les données. Enfin, c'était beaucoup plus long. Là, c'est directement marqué sur le logiciel et puis une fois que tu as envoyé, ça part au service info et après, eux, ils traitent les données. Comment déjà tu trouves les tortues ? Alors, c'est pas évident, c'est pas évident. Nous, on a fait ça, le protocole, c'est sur des quadras, sur des mailles, ils appellent ça de 5 hectares. Donc ça fait des mailles de 223 mètres de côté. C'est pas mal, hein, c'est gros. C'est quand même pas mal. Et on doit y passer 1 heure par opérateur. Donc là, on était 2, donc on est censé passer une demi-heure ensemble chacun. Ça fait un total d'1 heure finalement pour un opérateur. Et là, en fonction de la météo, donc s'il fait très soleil, il faut chercher plutôt à l'ombre. Si le soleil commence à sortir, donc on se dit que la tortue, elle sort sur les petits sentiers de strates herbacées pour pouvoir capter la lumière. Donc voilà, on cherche, on fouille, on arpente, on écoute aussi beaucoup. Et une fois qu'on la trouve, on lui saute dessus gentiment pour la mesurer, la peser, l'identifier et la marquer. Alors et la relâcher. Comment vous la marquez ? Alors on la marque avec une petite règle en métal et on fait 2 entailles, 2 encoches sur des sections particulières de sa carapace. Et à ce moment-là, on sait qu'elle est identifiée. Et comme c'est très codifié, on sait que si on la recapture plus tard, on saura que ces 2 encoches à cet endroit-là, ça veut dire tel numéro. Et à ce moment-là, on pourra dire qu'elle a été recapturée. Et voilà, comme ça, on a un suivi. Cool. Ça t'a plu ? Ouais, très sympa. Une journée ensoleillée, c'est chouette. Et du coup, on a un peu des conclusions. Est-ce qu'on sait si la tortue d'Hermann se porte bien ou pas ? Elle se porte pas très bien en ce moment. Depuis l'incendie de 2017, il y a beaucoup d'individus qui ont été retrouvés mortes, brûlés. Donc il y a une grosse chute des individus. Il y a la SOPCOM qui a fait des relâchés. C'est une association qui s'occupe du suivi en fait, de la tortue d'Hermann dans le territoire des morts. Donc c'est eux qui chapeautent un peu tout ça. C'est eux qui ont mis en place le protocole. C'est eux qui travaillent avec le parc pour les suivis. Donc nos données sont tout le temps croisées. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, la tortue, finalement, elle se maintient. Malgré les dégâts qu'il y a eu, on voit qu'il y a quand même des juvéniles. Visiblement, moi je n'ai pas trouvé, mais les comptages prouvent qu'il y a des juvéniles et qu'il y a une population qui n'est pas vraiment en déclin. Elle n'est pas non plus en augmentation, donc elle est stable. Ça reste une bonne nouvelle. En tout cas, l'habitat est pérenne. Donc voilà, on peut espérer que les populations de tortues suivent le mouvement et d'ici 1 an, 2 ans, 10 ans, s'il n'y a pas d'autres incendies, ça puisse se bonifier avec le temps. Alors ça t'a plu ? Ouais, c'est super. Le travail de terrain, c'est vraiment très intéressant. Puis quand tu tombes sur une tortue, c'est un peu le Graal, quoi. Ça me rappelle quand on était sur le projet carrière ensemble et qu'on a vu des petites coccinelles. Ouais. Et t'étais tout attendri. T'as même parlé à la coccinelle en lui disant oui. C'est pour toi qu'on travaille, ma petite. Ben ouais, c'est pour eux qu'on bosse. Hein. C'est pas vraiment pour nous. Enfin, indirectement si, mais c'est surtout pour eux. Ouais. Et c'est pas évident. Et donc tu te orientes plutôt sur de la gestion d'espaces naturels que de l'animation ou de la valorisation ? Oui, clairement. Ouais. Moi, c'est vraiment de la gestion. Le plus de terrain possible. Vraiment l'idée d'avoir un espace retravaillé, renaturé et finalement qu'on refournit à la nature un habitat qui a été dégradé par l'homme et qu'on le voit viable, c'est hyper satisfaisant, quoi. Après, si on laisse faire la nature, elle saura faire. Hein. Ouais, alors on dit que la non-gestion est une gestion, mais parfois il faut agir. Il faut quand même lui préparer un peu le terrain, lui nettoyer après notre passage, quoi. Ouais, c'est ça, nettoyer après notre passage et puis réparer toutes les bêtises qu'on a faites. Bon. Mais c'est possible, il y a plein d'actions qui sont faites, qui sont menées avec succès, donc c'est hyper motivant. On sent la positivité. Ouais. Ah ben ouais, il faut. Hein. Est-ce que tu avais fait toi aussi une petite crise d'éco-anxiété ou comment tu étais moralement par rapport à la situation du monde ?
Non, moi je suis d'un naturel optimiste. Je vois toujours les bonnes actions qui sont faites. Après, ça vient de mon milieu agricole aussi. On m'a beaucoup enseigné du chimique, finalement. Ça m'a porté préjudice d'être dans le bio. Alors que dans le monde agricole bio, on voit beaucoup de réseaux alternatifs qui œuvrent vraiment pour une agriculture saine, et avec plein de vie dans la terre. Donc finalement, j'ai toujours baigné plutôt dans l'optimisme plutôt que dans le chimique, le néfaste, tout ce qui est mauvais dans l'environnement et l'agriculture. Moi, j'ai toujours cette vision plutôt de l'autre extrême. Alors c'est peut-être trop extrémiste positif, tu vois, mais non, je pense que finalement, on parle beaucoup de ce qui ne va pas, mais on ne parle pas assez de ce qui va. Et finalement, il y a quand même des actions qui sont faites avec succès. On n'en parle quasiment jamais. Pourtant, elles existent. Donc, il faut se Les médias ne parlent que des trains qui arrivent en retard. Ouais, ouais, peut-être c'est bien d'en parler aussi, mais ça manque de focus sur ce qui va. Tout ce que je te souhaite, c'est de trouver le taf qui va avec pour que tu puisses mettre en œuvre toutes ces bonnes ondes. C'est gentil, merci. Et depuis, qu'est-il devenu? Nicolas a poursuivi ses études pour obtenir un bac+3, en l'occurrence un bachelor en gestion et valorisation de la nature au cours Diderot à Aix-en-Provence. Il a réalisé son stage auprès de l'entreprise ST Microélectronique à Rousset. Et maintenant, l'instant professionnel. Rencontre avec Sophie Nicolas. Nous sommes maintenant au bord de l'Arc, dans le village des Milles, près d'Aix-en-Provence, avec Sophie Nicolas. Bonjour Sophie. Bonjour Annabelle. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Sophie Nicolas. Je travaille actuellement pour l'épage Ménélique, qui gère donc l'ensemble des cours d'eau qui cheminent jusqu'à l'étang de Berre, donc des petits fleuves côtiers. Alors c'est un établissement public d'aménagement et de gestion des eaux. Nous étions auparavant un syndicat de rivière. Ça a été suite à la délégation de compétences GEMAPI à la métropole qu'on est devenu épage. GEMAPI étant la compétence de gestion des eaux, des milieux aquatiques et de la prévention inondation. Toi, tu occupes un poste d'éducatrice à l'environnement au sein de Ménélique, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc animation en éducation à l'environnement et sensibilisation. Ça fait combien de temps? 1 an. Et alors heureuse? Oui, très heureuse. J'avais au départ un contrat d'1 an et là je repars pour 3 ans de contrat avec eux. Donc j'étais très contente de continuer à les accompagner. C'est une super équipe. Et donc c'est un syndicat mixte, dépendant des collectivités territoriales. Est-ce que tu as dû passer un concours? Alors non, je suis sous statut contractuel. En parallèle, je passe quand même des concours pour pouvoir être titularisée. Mais voilà, je suis en catégorie C, donc à terme, je pourrais dans tous les cas être titularisée en catégorie C, mais pour les concours, j'essaye de passer sur le grade supérieur en catégorie B. Est-ce que tu peux nous décrire peut-être plusieurs journées types? C'est ça qui est très bien dans mon activité, c'est que je n'ai pas vraiment de journée type. Donc je conduis des animations, je les crée en amont. Je développe aussi des outils d'animation. En fait, ce qui est très bien, c'est que j'ai des publics vraiment très variés. Ça peut aller des maternelles, alors que ce soit dans un contexte scolaire ou dans un contexte extrascolaire, aux collégiens pour la prévention du risque, sensibilisation à l'inondation. J'ai des BTS également que j'ai accompagnés sur des chantiers de génie écologique qu'on a fait. J'ai des publics de professionnels. Je suis intervenue chez ST Microelectronics lors du congrès de l'Association nationale des élus de bassin, du grand public aussi pour des balades nature. Donc voilà, c'est assez diversifié. Après, on a un peu une saisonnalité, on va dire, puisque c'est vrai que les bords de rivière sont quand même beaucoup plus agréables et accueillants au moment du printemps et de l'été. C'est vrai que l'hiver, il y a beaucoup d'humidité et puis la ripisylve, la forêt des rives, paraît un peu tristounette. Donc voilà, on privilégie les sorties terrain au moment du printemps et l'hiver, ça va plus être du focus sur la sensibilisation au risque inondation en collège. Également, je fais des lectures de contes en bibliothèque. On a un conte sur l'anguille, qui est une espèce en danger critique d'extinction. Voilà, donc ça prend du temps aussi pour préparer ces animations selon la méthodologie qui a été apprise dans les BTS GPN où il faut, j'essaye de rédiger au maximum mes scripts et d'adapter chaque animation au public, donc avec des approches différentes, de les rythmer aussi. Et c'est vrai que chez Ménélique, on aime bien avoir un côté d'approche sensible, sensorielle. On essaye de faire appel à l'imaginaire, donc j'essaye de rester dans cette ligne de conduite,
Toi, tu étais dans la communication avant, si je ne me trompe. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que mon parcours en communication m'a servi notamment pour tout ce qui va être compétences en PAO, donc la présentation assistée par ordinateur, où ça me permet de refaire par exemple des plateaux de jeux, des jeux de cartes. Voilà, je réutilise InDesign, Illustrator que j'utilisais, donc pour fournir des supports de qualité à mes publics. Voilà, après je pense que ça donne aussi une aisance pour les interventions. Et j'avais travaillé également dans l'animation quand j'étais jeune. J'avais passé mon BAFA et j'avais travaillé une année en tant qu'animatrice enfant sur le premier bateau de croisière Disney. Donc l'animation, ça te plaît? Oui. Après, c'est de faire passer vraiment cet amour de la nature et de donner envie aux gens de la respecter, qu'ils puissent découvrir toutes les richesses que la nature peut nous offrir et qu'elle recèle. Qu'est-ce que tu préfères dans ton job? Alors la diversité des missions et des publics aussi. C'est vrai que je peux me régaler autant avec des tout petits de 5 ans qui vont être adorables qu'avec des grands avec qui après on peut avoir des échanges pendant 3 quarts d'heure suite à une balade nature par exemple. La liberté aussi que je peux avoir sur la construction de mes animations où là-dessus on me fait confiance. J'ai vraiment une assez grande latitude. Voilà, j'avais dit que justement j'aimais la diversité des publics et des approches et des thématiques, même si ça reste souvent en lien avec la biodiversité et le risque inondation. Quand tu as été recrutée par Mélanie, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Pourquoi ils t'avaient choisi? Non, je pense qu'il y a eu une accroche. Alors, je crois que le parcours aussi précédent, mon BTS GPN, les avait intéressés. Donc, il y avait eu ce côté un peu animation qui remontait quand même il y a un moment, mais aussi sans doute le parcours communication avec les compétences qui peuvent aller avec, puisque, voilà, comme je disais, je suis assez autonome après pour la création des outils. Donc, voilà. Et après, je pense que ça a été une question de feeling, de personnalité avec le reste de l'équipe qui est en place. Et c'est vrai que je suis très contente de les avoir rejoints. Enfin voilà, c'est vraiment une très belle équipe. Combien de temps tu avais travaillé en communication avant de te reconvertir? 25 ans, dans des domaines différents. J'avais déjà passé à peu près 13 ans dans le secteur industriel en lien avec la pétrochimie. Donc je crois que déjà j'avais eu un peu un moment, une prise de conscience de me dire non mais c'est plus du tout dans mes valeurs. Donc après 13 ans, j'étais partie. J'ai fait d'autres secteurs d'activité où ça a été assez intéressant de découvrir d'autres univers professionnels et puis en me disant que c'était peut-être juste l'univers qui me plaisait pas trop, mais suite à mon dernier contrat qui avait été un CDD de presque 2 ans et demi, en fait je revoyais les différentes annonces dans la communication et en fait en lisant les annonces, déjà dès le départ j'étais pas du tout emballée, donc je me suis dit non mais là ça sert à rien d'y aller. Il faut penser à autre chose. Et c'est vrai que j'avais eu un peu cette idée de reconversion qui me trottait dans la tête depuis un moment. Je crois que la première fois, ça devait être il y a 15 ans, avec la garde à cheval du conseil départemental au parc Saint-Pons, où je les avais croisés, j'avais parlé un moment avec eux. Après, j'ai fait aussi des sorties avec mes enfants, balades avec les ânes et les éco-guides du département aussi. Alors ce qui est rigolo, c'est que cette personne qui nous avait accompagnés est ensuite devenue ma tutrice de stage lors de mon stage de BTS. Et j'avais aussi eu l'occasion d'échanger avec des gardes nature du grand site Concors-Sainte-Victoire lorsque j'étais parent accompagnateur d'un groupe de scouts. Où est-ce que tu avais fait ton stage alors? J'ai fait mon stage donc avec les éco-guides du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, avec donc 2 volets, l'accompagnement de classes, essentiellement de collégiens à la découverte des ENS, les espaces naturels sensibles, et une autre partie qui était le travail de médiation avec les ânes auprès de publics en situation de handicap. Ça t'a plu? Énormément. Et c'est là aussi où je me suis dit la partie animation était quand même une suite à creuser, parce que j'avais fait aussi des saisons avec le grand site Concors-Sainte-Victoire en tant que garde régionale forestière. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait dans tous ces postes énormément de saisonnalité. Les équipes doublent, voire triplent l'été, mais avoir des postes pérennes, c'est compliqué. Donc c'est vrai que durant ma formation de BTS GPN, je me suis dit, si ce n'est pas un poste de garde, ça sera un poste dans l'éducation à l'environnement. Et tu ne regrettes pas?
Non, parce que voilà, encore une fois, c'est aussi l'équipe que j'ai pu trouver au sein de Ménélique qui me conforte tous les jours dans mon choix. Est-ce que tu as un conseil à donner à des gens qui écouteraient, qui voudraient faire une reconversion également ? Alors, dans le secteur de l'animation, je leur dirais déjà de faire des sorties en tant que participant pour déjà voir un petit peu ce qui peut se faire, voir à quoi on est sensible, multiplier les expériences. C'est vrai qu'il y a par exemple des systèmes tels que les services civiques pour les jeunes ou justement de faire peut-être des saisons. Voilà, après, c'est vrai que si on a des possibilités de mobilité géographique à l'issue du diplôme, c'est quand même pas plus mal parce que c'est pas toujours évident de trouver des débouchés dans le secteur de l'environnement, dans un secteur géographique limité. Est-ce que du coup tu t'attendais à travailler en milieu aquatique parce que c'était pas du tout ton créneau, tu étais plutôt dans les collines ? Oui, c'est vrai que j'avais plus de connaissances sur la forêt méditerranéenne. Et alors je crois que ce qui m'a fait vraiment aimer les rivières et les milieux aquatiques, ça aurait été notre prof de génie écologique, Amandine Maria, qui adore ces milieux et qui aura su nous transmettre cette passion. Donc c'est vrai que j'ai vraiment découvert en fait la richesse que peuvent apporter les cours d'eau, surtout dans nos régions. Et quand on voit la diversité d'espèces, que ce soit au niveau flore, faune et toute l'utilité qu'ont ces cours d'eau, voilà, je suis très contente de pouvoir continuer à creuser mes connaissances aussi sur ce sujet. Donc on n'a pas vraiment de naturaliste au sein de Ménélique, mais voilà, j'ai du temps après pour faire moi mes recherches, aller à des conférences, aller à des journées de formation professionnalisantes. Donc je continue d'apprendre et ça sera un martin pêcheur. Regarde, waouh. Il est magnifique. Tu l'as vu? Il avait un vert. Oui, c'est ça. Ça fait vraiment la flèche bleue. Et alors souvent, c'est rare de les voir. Moi, j'en ai vu qu'une fois. Et souvent, on les voit passer d'une berge à l'autre. Et là, il a vraiment longé tout le cours d'eau. On a pu bien l'observer. Regarde. Oh, et là, qu'est-ce que c'est? Là, je dirais un petit cormoran. Oui. On a des cormorans qui sont là. Vu la couleur, c'est pas un héron. Donc ouais, on aura été gâtés. Oh ouais. Ah non, le martin pêcheur, ça c'est vraiment rare de le voir. Mais j'en avais jamais vu. Voilà, les belles surprises de travailler en milieu rivière. Et c'est vrai que j'ai eu d'autres collègues de formation qui travaillent aussi dans les cours d'eau. Mais en fait, ils me disaient, oui, toi, tu as de la chance, tu vas voir là où les cours d'eau sont beaux. Parce que c'est vrai qu'on amène les publics dans des espaces plutôt sympas. Alors qu'eux, parfois, allaient voir là où il y avait des problèmes. Soit de déchets, d'embâcles, voilà. Mais moi, j'ai cette chance, du coup, en étant dans l'éducation à l'environnement, d'aller dans les beaux endroits et d'essayer d'en extraire la quintessence. Ton sourire dit tout ce qu'il faut savoir. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Annabelle. Ma reconversion est portée par l'association Graines Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec le soutien de la DRAF, du CFPPA d'Aix-Valabre, de l'Adréal, de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et de la région Sud. Un immense merci à eux. Et surtout à vous, si vous aussi, vous voulez soutenir les acteurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable, faites un don aux Graines Provence-Alpes-Côte d'Azur sur Hello Asso. Il sera déductible à 66% des impôts. Plus d'infos dans la bio et sur grainespaca.org. À très vite pour la suite de cette aventure.